Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Je suis Pauline et je suis la créatrice du podcast Ma Petite Famille. Dans ce podcast, vous écouterez des récits singuliers, authentiques et inspirants de parents qui partageront leur histoire, du désir de fonder leur famille au quotidien avec leurs bambins. Je vais converser avec des parents anonymes ou plus connus, que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux, pour vous proposer, de par ces rencontres, un maximum d'histoires enrichissantes, bienveillantes et déculpabilisantes. Vous retrouverez tous les 2e et 4e vendredis de chaque mois un nouvel épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, des invités et de ma vie de maman, rejoignez la communauté Ma Petite Famille sur Instagram. Et si vous aimez les épisodes, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute privilégiée et avec un petit commentaire. Cela permet, au-delà de me faire très plaisir, de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique? La gamme d'accessoires de pierriculture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour, alors je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de papa à mon micro. Alors pour cet épisode, j'ai l'honneur d'en avoir un en face de moi. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille et où tu vis? Parfait, écoute, merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur pour moi que tu me donnes la parole aujourd'hui. Donc je m'appelle Wassim, je suis photographe, je suis installé sur Rennes. Je suis photographe du coup depuis 2015. Ma petite famille est composée de ma copine et d'une petite qui a aujourd'hui 10 mois. Alors est-ce que tu as toujours voulu être papa? Très bonne question. Est-ce que j'ai toujours voulu être papa? J'en sais rien, mais on m'a toujours dit que je suis quelqu'un d'assez protecteur et on m'a toujours dit que ce rôle-là, que je serais bon dans ce rôle-là. C'est beaucoup plus complexe finalement que ce qui était dans ma tête, mais ça devrait le faire. Et donc, quand tu t'es mis en couple, vous vous êtes dit, vous êtes mis en couple assez rapidement et comment tu as connu ta femme? Écoute, pour la petite histoire, on s'est connus dans un Blablacar. Ok. Elle avait oublié son téléphone, la version officielle, elle a oublié son téléphone que je lui ai rendu en fin de journée en repassant par le point où je l'avais déposé. Enfin, pour moi, en tout cas, très vite, j'ai su que c'était avec elle que j'allais avoir un enfant. Ah oui? Ouais. Mais t'étais pas encore avec elle? Si, non. Ah oui, quand même. Non, psychopathe. Non, on s'est mis ensemble relativement vite parce que du coup, je lui ai proposé de se revoir quelques jours après lui avoir rendu son téléphone. Enfin, quand on s'est mis ensemble, du coup, au bout de vraiment très vite, quelques semaines, je savais pas quand, mais j'étais sûr que c'était avec elle que j'allais avoir un enfant. Et 5 ans plus tard, du coup, j'ai eu un enfant avec. Super. Comment ça s'est passé? Comment tu as appris cette grossesse, que tu allais être papa? Il y avait une annonce particulière ou... Elle voulait me faire une annonce particulière et en fait, j'étais sur mon ordinateur. Elle a fait un test et du coup, elle est venue me voir. J'ai compris que quelque chose était arrivé au vu de sa tête complètement émue et complètement... elle était hyper... je sais pas si c'est perturbée, mais elle était hyper émue et toute rouge, toute déstabilisée. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait quelque chose et finalement, il y avait bien quelque chose qui se préparait. C'est génial. Comment tu as vécu ça et comment tu t'es projeté dans la grossesse et après la naissance? Écoute, c'était à moi de prendre le coup sur place. J'étais perturbé. 1 milliard de questions me sont venues. La première, c'est est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je vais réussir à... On se met plein d'objectifs avant d'être parent. Enfin, du moins pour moi. Je me suis posé 1 milliard de questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être un bon papa, un bon parent? Et puis, deuxième étape, c'est à qui je vais l'annoncer en premier de mon entourage et comment je vais le faire. Et à qui tu l'as annoncé en premier? À qui je l'ai annoncé en premier? Écoute, je pense que c'était mes parents. C'était pour mes parents, ouais.
Non, c'était pas mes parents. C'était à mon frère, sa copine et mon cousin. On a fait un escape game et dans lequel on s'est mis de mèche avec l'escape game pour cacher du coup l'échographie dans un des lieux de l'escape game. Ah non, mais c'est génial ça, c'est une super idée. C'était pas mal. Mon frère a très vite percuté que c'était l'annonce de la grossesse. Mon cousin n'a pas très vite percuté. Il pensait que ça allait faire du truc et du coup, il a rien compris au début. Ça a mis 5-10 minutes à percuter. Vous étiez entre mecs? Non, on était. Il y avait du coup ma copine et la copine de mon frère. Ok. Mais lui était un peu en retard en fait. Il était trop dans le jeu. Ouais. Il voulait réussir le truc, mais on n'y était pas du tout. Ah, génial. Et après, comment s'est passé les premiers mois? Il y avait toi, je sais pas, entre le boulot, ça, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu as accompagné aux échographies ou à la préparation à la naissance ou... Écoute, ouais, l'avantage d'être à son compte, c'est que je me suis organisé en fonction. Donc j'ai assisté à toutes les échographies, il y en a eu 3, ce qu'il fallait faire de base. Donc la première a été hyper émouvante pour moi parce que on sait qu'il y a un bébé là-dedans, mais le fait de le voir avec une définition assez importante, du coup tu réalises que ce bébé fait partie de toi. Et ça m'a beaucoup touché, cette première écho. Et ensuite, on a enchaîné sur tout ce qui est préparation à l'accouchement, tous les rendez-vous qu'il fallait derrière. Et du coup, j'étais à chaque fois, le seul papa présent. Au début, j'avais pas trop ma place, parce que j'étais un peu mal à l'aise. Et je demandais est-ce que ça dérangeait pas que je sois là pour les autres mamans, du coup. Pas du tout. Sauf non, si au contraire, je pense qu'on trouve ça bien. C'est pas mal parce que ça nous met dedans petit à petit, ça permet un peu de réaliser parce que ça reste. C'est quelque chose qui existe, on le voit pas tous les jours, mais on le voit au quotidien des femmes enceintes dans la rue. Mais le fait de vivre ces petites étapes, ça permet de réaliser un peu plus. Et puis peut-être de comprendre aussi ce que vivait ta femme, les changements qu'elle aurait tout au long de la grossesse, quoi. Oui, c'est ça. D'essayer de comprendre, d'essayer de ressentir non, parce qu'on se sent un peu pas nul, mais on sert pas à grand chose. Du coup, le moins que je pouvais faire, c'était d'essayer de comprendre son ressenti, de voir d'autres femmes enceintes, de pouvoir échanger un peu, ça permettait aussi d'avoir un autre point de vue et de comprendre un peu plus. Même si du coup, dans mon métier de photographe, je croisais les femmes enceintes pour partir en photo, mais du coup, c'est pas. T'avais pas la même approche. Non, c'était pas du tout la même approche. Comme quoi, ça change aussi au niveau travail, pas que chez les femmes, mais aussi chez les hommes. C'est clair. Pour certains aspects. Comment ça s'est passé après? Tout s'est bien passé pendant toute la grossesse. L'accouchement, comment ça s'est passé? Comment t'as vécu ça? La grossesse s'est super bien passée. Je pense qu'on a eu pas mal de chance là-dessus parce que tout s'est super bien passé. Petite vague, on va dire, c'est que je sais plus exactement, je peux dire fin du 8e mois, le bébé était dans le mauvais sens, la tête était en haut. Donc, en siège. Oui, c'est ça. Du coup, on a fait une séance à la Sagesse, la clinique La Sagesse, du coup, une séance d'acupuncture qui a permis dans la soirée de retourner le bébé. C'est bien parce que moi, ça n'avait pas du tout marché. Ni les versions. Oui. Bien. Ah oui. Du coup, ça a marché. J'étais content parce que si ça marchait pas, il risquait de le faire physiquement, de pousser un peu. Et c'était ma hantise. Ça a un petit peu traumatisé mon homme. Il m'a dit t'avais un gros ventre, il t'appuie dessus, t'as plus de ventre. C'est très très spécial. Ça me fait un truc là, juste de l'entendre. Et il est venu à la première, mais pas à la deuxième. En plus, il y en a eu plusieurs, c'est horrible. Ouais, okay. T'en as jusqu'à 2. Et sur les 2, ça n'a pas marché? Après, c'est comme ça. C'est horrible, je trouve ça. Mais c'est vrai que j'ai fait de l'acupuncture avant de faire ça. Ouais, et tu y croyais ou pas? Oui, parce que j'en avais eu, le long de ma grossesse, j'en avais eu, parce qu'on savait très tôt qu'il était en siège, et je le sentais beaucoup bouger. Après les séances d'acupuncture, il bougeait énormément, mais pas assez pour se retourner. Je pense que dans mon éducation, on n'était pas trop médecine parallèle, et depuis les grossesses, j'y suis beaucoup plus, tu vois. Plus à l'écoute de... c'est médecine parallèle ou complémentaire, je crois qu'on dit maintenant. Complémentaire. En plus, on l'a fait à la clinique, tu vois. Moi, mes 2 parents sont médecins. Moi aussi, ma mon père copine est médecin, donc pareil. Du coup, j'y croyais pas du tout. Voilà, on a le même enfant. C'est ça. Voilà. Non.
j'osais pas le dire, mais donc voilà. Et puis maintenant, bon, la nouvelle génération est un petit peu plus ouverte À cette, Voilà. à cette médecine complémentaire. Voilà, c'est ça. Donc ça a marché, trop bien. Soulagé de ne pas avoir à le faire, tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai oublié déjà le mot. La version. Voilà, je fais un blocage psychologique de ça. Et le fait qu'elle se retourne, ça a rassuré. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance que quand je vois un peu certaines personnes que je peux croiser sur soit des prestations, soit mon entourage, ça arrive que ce soit un peu plus compliqué, voire très compliqué. Donc nous, c'était un peu trop facile. Tu te dis, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et non, en fait, jusqu'au bout. Non, il y a des accouchements qui se passent bien, heureusement. Ouais. L'accouchement, c'était sportif dans le sens où on a fait un déclenchement. Elle était arrivée à terme plus 6 ou 7, je sais plus. Enfin, c'était le maximum. Donc, on a fait un déclenchement. Ça a duré 2 jours. Donc, au début, c'était génial. On avait une chambre à la clinique. C'était en mode quasiment Airbnb dans notre tête, puisqu'on avait pris la tablette, on regardait des séries, on bouffait des bonbons. Enfin, c'était hyper bien. Et même elle me dit, j'ai une petite contraction, mais je pense que j'arrive à. Enfin, ça fait pas du tout mal, ça va le faire et tout. Hyper confiante. Même j'en ai profité pour faire plein de photos. J'avais pris mon appareil photo, donc j'ai fait. En plus, on était tout seul, donc j'ai vraiment fait pas mal de photos. Dans la soirée, les vraies contractions sont arrivées. Et là, du coup, c'était pas du tout la même. C'était pas du tout la même. J'ai fait quelques photos à ce moment-là. Des photos que j'arrive toujours pas à revoir. Parce que du coup, tu vois la douleur sur le visage. Et tu t'es senti impuissant, c'est ça? Ah oui, là, tu peux rien faire. Tu vois, quand tu vois la douleur, je pense que là, tu es vraiment arrivé à quelque chose de très, très douloureux. Donc, j'ai essayé d'accompagner au maximum, de répondre à ce que je pouvais faire. Mais là, pour le coup, c'est l'impuissance totale. On n'a pas trop dormi. Et ce qui s'est passé, c'est que on a passé, je pense, la pire soirée de notre vie. En tout cas, la mienne. Je parle pour moi, du coup. La pire soirée, c'est qu'il y avait, du coup, le bébé était monitoré. Donc, il y avait une petite ceinture que tu mets sur le ventre pour suivre les constantes du bébé. Et donc, ça montait, ça descendait. Au moment de mettre la péridurale, là, on a eu une grosse baisse du rythme cardiaque. Du rythme du bébé. Donc là, gros stress, ça bipait de partout. Tu as 5 personnes de la clinique qui débarquent dans ta chambre, hyper stressant. Et ça passe. Et puis tu passes. Toute la soirée, du coup, j'ai encore le bip, le fameux bip là. Sans le voir, j'arrivais à savoir à combien de pulsations on était pour le bébé. Et donc, c'était, je pense, ma pire soirée parce que tu dors pas, tu es en stress, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas vraiment si elle est bien ou pas. A priori, ça allait, mais du coup, tu stresses, tu remets ta vie en question, tes priorités, tout. C'est horrible. Comment ça s'est fini le petit matin? Ça s'est fini le lendemain, donc 17h et quelques. On était crevés parce que ça fait 2 jours qu'on n'avait pas dormi. On a essayé de sortir ce bébé naturellement. Finalement, ça a fini en césarienne. Et du coup, moi, j'étais pas du tout prêt pour Je déteste le milieu hospitalier, je déteste les odeurs, les lumières, etc. Et là, d'un coup, on débarque, dit bon, ok, on part sur une césarienne. Tiens, tu mets cette tenue en polyester, là, t'attends dans le couloir, quoi. Donc, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Et t'attends. Donc, ils la préparent dans le bloc. Et là, ça a duré, ils m'ont dit c'est 15-20 minutes, mais j'ai aucune idée. Ça a duré 35 minutes, j'ai aucune idée. Ouais, c'était une éternité pour moi. Et là, tu rentres dans le bloc, on vient te chercher, tu rentres dans le bloc. Et là, c'est le summum de l'impuissance, que tu comprends rien à ce qui se passe. J'essaie de pas trop regarder parce que ça me stresse encore plus. Et donc, tu as une sorte de. C'est pas de l'adrénaline, je pense. Là, Enfin, si, c'est de l'adrénaline, mais à une dose énorme. Parce que j'avais hâte de voir ce bébé. Et en même temps, j'avais. C'est hyper stressant, hyper perturbant. Ouais, tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais, c'est ça. Tu sais pas à quoi elle va ressembler. Tu sais pas. Enfin. C'est bizarre. Tu te dis, je vais voir ma fille et je vais rencontrer ma fille. C'est bête de le dire ça comme ça, mais c'est un moment magique. C'est un petit être que tu connais pas et puis qu'il faut apprendre à connaître. Ouais, c'est ça. Et puis après, dans des conditions où tu n'as peut-être pas été préparé à la préparation à la naissance, ou peut-être que c'est un petit peu occulté en se disant on fera peut-être pas de césarienne. C'est ça. On pensait pas faire de césarienne, donc on est parti sur ça va le faire, tout malin. Et quand tu te retrouves avec ta tenue en polyester, là, tu te dis génial.
Et puis après, c'était toi qui avais le bébé en premier. Ah non, parce qu'elle elle était sous anesthésie locale. Mais après, ils l'ont mis sur elle, mais après, c'est toi qui l'as Après, c'est amené. moi qui l'ai amené, ouais. C'est les premiers instants sont un petit peu avec toi quand même. Oui. C'est toi qui l'as habillé. Habillé, non, parce que je savais même pas comment prendre le truc, je savais rien faire. Donc, non, au début, on l'a mise sur elle, le temps que ça se calme un peu, tout ça, qu'elle se détende. Et ensuite, c'est une sage-femme, je pense, qui l'a prise et qui, on est partis tous les deux, enfin tous les trois, du coup, la sage-femme, ma petite et moi-même. Et donc, il la pèse, ils mettent son nom sur son petit bracelet, et puis on va dans la chambre pour l'habiller, du coup. Mais t'étais là. Ah oui, non, je ne l'ai pas lâché d'une seconde. En plus, je suis traumatisé par les histoires où on confond les bébés. Ah oui. Je suis traumatisé. C'est assez rare quand même. Ouais, mais je me suis dit, ça va m'arriver, c'est sûr. Mais bon, vu la tête de la petite, c'est impossible de se tromper. C'était sûr que c'était la mienne et je pouvais la reconnaître. Ouais. Ah ouais. Du coup, c'était un peu l'arnaque parce que ma copine a dit, attends, ça fait 9 mois que je la porte et elle a ta tête, c'est horrible, c'est pas du tout. C'est injuste. Et alors, toi qui savais pas à quoi t'attendre et tout avant la naissance, au bloc opératoire, quand tu la vois, là, qu'est-ce que tu ressens? Tout s'effondre. Je sais pas, c'est hyper perturbant parce que tu dis moi, ce qui est revenu, c'est ça, c'est que tu dis c'est ma fille, il faut que je sois à la hauteur. C'est ça le truc qui me venait, c'était il faut que je sois à la hauteur dans tous les sens du terme pour elle. Elle a rien demandé. Je trouve du coup de prendre cette décision ou d'être parent, c'est que, je vais dire avec mes mots, mais je trouve ça, sans être péjoratif, assez égoïste dans le sens où tu décides d'avoir un enfant. Cet enfant-là n'a rien demandé, donc c'est à moi d'assurer, parce que si toi t'as rien demandé et que c'est moi qui ai décidé, du coup il faut que j'assume. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, c'est une décision de couple et pas du bébé à naître. Ça. Donc je dois gérer comme il faut ses attentes, etc. Et c'est là où tu en veux à tous les gens de ton entourage qui ont eu des enfants et qui t'ont pas raconté que tu sais rien faire au début, parce que tu arrives dans la chambre avec la sage-femme et du coup, il faut l'habiller. Ouais, nickel. Mais je fais comment, moi, pour l'habiller? T'es un peu nul, tu sais pas habiller, tu sais rien faire, en fait. Tu sais rien faire. Et donc, tu es vachement accompagné. Donc, grossesse, accouchement, etc. Tu es hyper bien encadré. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. On a beaucoup de chance d'avoir tout ça. C'est là où je me dis, peut-être je pense qu'il faut faire des études là-dessus. C'est pas à moi de décortiquer le truc, mais c'est que il y a un sketch de Florence Foresti qui va parler de si on disait la vérité par rapport à la naissance, surtout l'accouchement, l'humanité s'éteindrait en quelques années. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais t'as ce côté où il y a une sorte de tabou. Enfin, tout est parfait. On le voit sur Instagram, certaines personnes qui publient juste après leur accouchement, tout ça. Du coup, tu te retrouves à rien savoir faire. Je me rappelle, on était montés dans la chambre et la petite avait commencé à pleurer. Et on te dit, oui, mais tu vas voir, il y a l'instinct, tu sais, machin, nana. Et il y a l'instinct de rien du tout, parce que du coup, je me rappelle, je l'ai prise dans les bras et j'arrivais à rien décortiquer, à rien comprendre, à rien lire, analyser, je comprenais rien, alors que j'arrive à le faire même avec des gens que je connais pas. J'arrive à détecter si la personne est à l'aise, mal à l'aise, par rapport même à mon activité de photographe. J'arrive à très vite être sensible à ce genre de choses. Et là, pour toi, tu dis, merde, oui, je sais pas si on peut le dire. Oui. Ouais, tu peux, c'est bon. C'est bien placé. Elle a le droit. Du coup, tu te dis, je comprends rien du tout à ce qui se passe. Elle pleure et je comprends pas. Et je sais pas comment faire. Ouais, tu te sens démuni. Ouais. Et c'est ce que je te disais en off. C'est vrai que mon mari avait exactement le même ressenti que toi. C'est qu'on prépare en amont. Alors lui aussi, c'était le seul à être venu au cours de préparation à la naissance, notamment pour notre premier. Et il disait, nous les hommes, après, on aurait bien aimé aussi se faire accompagner parce que après, en tant que maman, si je parle pour moi, c'est vrai que souvent on voit, il y a toujours la sage-femme qui vient aussi chez nous après. Elle voit souvent la mère parce que le père a repris. Bah oui. Alors maintenant, le congé paternité étant rallongé. Quand tu es salarié. Voilà, on en parlera tout à l'heure, mais en effet, elle peut voir les deux parents. Ouais, c'est un petit manque qu'il avait relevé aussi, donc c'est marrant que tu en parles. Je sais pas si on peut faire une généralité, mais en tout cas, c'est quelque chose. Déjà. Voilà. Bon, s'il y a des papas qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous êtes senti un petit peu seul dans ce moment-là.
Et après, donc on parlait en digression un petit peu de l'après. Vous, t'as repris le travail tout de suite après. Comment tu t'as fait pour, comme tu dis, quand on est à son compte, pour se prendre un peu de temps avec sa famille ou pas? Enfin, je pense que tu as pris peut-être 1 ou 2 jours. Ah non, même pas? Pas du Ok, tout. tu vas nous expliquer ça alors. Non, non, pas du tout. Ben non, j'ai repris. Le bébé est venu le vendredi soir et j'ai repris le lundi. Le lundi, j'avais repris. Je donne des cours dans une école photo à Rennes et j'ai repris avec mes élèves dès le lundi. Ah ouais. Et est-ce que c'était une volonté de ta part ou tu t'es dit, ah, je vais pas annuler Enfin, oui, une volonté dans le sens où je peux pas me mettre en arrêt pour. Enfin, j'aurais pu peut-être, mais non, j'en sais rien. Enfin, si, Non, j'en bah en sais. fait, tu l'as fait parce que Je l'ai c'était dans fait ton parce agenda. que, ouais, ça, c'est dans mon agenda. Je me voyais pas annuler, je me Mm. voyais pas. Je savais qu'elle était entre de bonnes mains parce qu'en plus, elle est restée à la clinique une semaine. Donc, je me voyais pas passer ma journée, même si je dormais du coup là-bas. Après, du coup, le boulot, j'allais à la clinique, mon deuxième chez moi. Mais non, non, je me voyais pas m'arrêter. Le fait de pas avoir d'arrêt maladie ou enfin d'arrêt en tant qu'indépendant, du coup, je me voyais pas arrêter et du coup, je sais pas combien, une semaine ou voire plus. Là, après, les mois ont passé. Et pareil, tu concilies comment ta vie pro et ta vie perso? Bah, le début était hyper compliqué parce qu'il y avait un petit détail qui était le sommeil qui était pas là. Et le sommeil est hyper important pour moi. C'est horrible quand je dors pas. J'ai beaucoup de mal. Donc au début, elle dormait pas beaucoup. Moi non plus. Et ce qui fait que j'étais en, comment dire, en survie dans ma tête parce que fallait continuer de bosser. Même ce qui était assez, enfin moi peut-être je suis un peu trop sensible, j'en sais rien, mais j'étais perturbé sur côté au boulot, quand tu croisais des gens. Enfin, je me disais, bah, s'ils savaient l'état de fatigue dans lequel je suis, s'ils arrivaient à lire ce qu'il y a dans ma tête, là, je pense qu'ils se comporteraient différemment avec moi, ou j'en Ouais. sais rien. Tu demandes de l'empathie que tu peux pas avoir, parce qu'ils peuvent pas tout comprendre non plus. Mais Je crois t'es comprendre ce que tu veux dire. c'est pour ça, ouais, je me doute. Mais ça, c'était dur. Mais après, je me baratinais en me disant, bah, c'est temporaire, ça peut être que temporaire, on va pas passer 10 ans. Même si ça aurait duré 10 ans, je pense que ça aurait été impossible pour moi. On a eu beaucoup de chance, c'est qu'au bout d'un mois, elle a fait ses nuits. C'est quelque chose qui m'énervait quand j'entendais des parents dire ah mais non mais c'est nickel machin parce que toi t'es au bout de ta vie et t'entends des trucs positifs. Je dis, c'est génial pour vous mais moi les gars je vais crever et vous arrêtez de me dire ça parce que je trouve ça horrible. Alors que là je suis désolé mais au bout d'un mois du coup elle dormait et c'était là. Ouais, ça change tout. Ah bah oui. Mm. Là, on commence la vraie vie à 3, où tu peux lever la tête, tu peux te concentrer sur le boulot, que ça reprenne un peu, parce qu'à un moment donné, je faisais ce qu'il y avait à faire, mais étant dépendant, du coup, j'ai la facturation à faire, j'ai des clients à aller chercher, j'ai tout ça, donc je faisais vraiment le minimum, c'est je traitais ce que j'avais déjà signé et j'allais pas trop chercher ailleurs, quoi. Et après, alors, comment ça se combine? Est-ce que, par exemple, tu aménages tes horaires de travail avec les horaires de la crèche un petit peu moindres tel ou tel jour ou... La crèche, on l'a mise à la crèche à 4 mois, je crois, quand elle avait 4 mois. Donc, Ta femme a repris le travail? ouais, elle avait repris. On s'est organisé en fonction de moi, vu que j'avais cette chance d'être indépendant et de pouvoir m'adapter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisé en fonction des horaires de la crèche qu'on a définis pour que ce soit pas. On essaie de de la déposer vers 9h, 9h30 pour pas que ce soit trop tôt pour elle et pour nous, pour qu'on puisse se préparer et la préparer après. Et d'essayer de ne pas la récupérer trop tard, donc 17h, 17h30 max. Et je me suis bloqué du coup les mercredis après-midi où je passe mon mercredi après-midi avec elle. Sur mon planning, c'est marqué que c'est avec elle toutes de 14 à 10. Ça, c'est à l'infini. tough, hein, les nouveaux papas là, qui prennent... Bon, alors, je sais pas, c'est 90%, on va dire, ou 80% pour s'occuper de leur enfant. Ah, oui. Bah non, mais c'est un peu ça. Le mercredi, ouais. Ouais. Le mercredi après-midi, c'est le mercredi avec elle. Et bah, c'est top. Ouais. Et en plus, le fait de faire ça, ça m'a obligé. Enfin,
Non, ça m'a permis il y a une théorie, mais je sais plus le nom du truc, c'est que la charge de travail, c'est comme un gaz, en fait. Si tu lui permets d'avoir de l'espace, bah, il va s'étendre et prendre toute cette place-là. Et si tu le brides, si tu l'obliges Si tu es obligé de faire sur un temps plus court ta Oui. mission, tu la feras. Ouais, c'est ça. Donc, si tu lui donnes. Donc, moi, je sais que j'ai un temps limité et déterminé. Et du coup, bah, je dois effectuer ce que je dois faire sur ce temps-là. Et je suis beaucoup plus productif depuis. Je suis assez convaincue de cette Ouais. théorie. Parce que, après, comme dans toutes les sociétés, PME ou pas, ou grands groupes, je pense qu'il y a beaucoup de présentéisme. Ouais, c'est ça. Où on Ouais. se dit, je peux pas partir avant 6 heures parce que voilà, c'est mal vu, etc. Bon, les mentalités changent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'apporte le rôle de papa dans ton boulot ou même dans ta vie perso? Le premier truc qui me vient à la tête, c'est remise en question. Je suis quelqu'un d'assez, je sais pas si on peut dire sûr de moi, mais ou borné, peut-être plus borné que sûr de moi. Et là, ça me permet ça m'oblige, c'est pas ça me permet, ça m'oblige de me remettre souvent en question. Là, en ce moment, tu vois, le truc, c'est que je peux pas la déposer. Elle veut toujours être dans mes bras. Et c'est compliqué de la déposer, ne serait-ce que pour l'emmener à la crèche, la mettre dans le cosy. Là, je te dis, là, en ce moment, ça fait 3-4 jours. C'est compliqué de la déposer. Elle reste accrochée à moi. Donc, hyper compliqué, même pour l'endormir. Il faut pas que ce soit moi. Il faut que ce soit ma copine qui le fasse. Parce que sinon, elle me lâche pas du tout. Et T'es la figure d'attachement. Ouais. Malheureusement pour Le ma papa. copine. Le papa, sa fille. Ouais, c'est ça. Je me fais un peu taquiner là-dessus, Ah mais bon. c'est compliqué. Il vaut mieux que ça que tu t'en occupes pas du tout, tu vois. Bon, tu serais pas à mon micro, je pense. Ça aurait été compliqué, tu vois. Là, ce matin, c'est elle qui l'a déposée à la crèche. Ça a duré 3 minutes. Comme moi, je la dépose, ça dure des fois un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Parce qu'on a du mal à... Ah, mais est-ce que ça vient pas aussi un peu de toi? Un peu des deux, ouais, Ouais. je pense. Un peu des deux. J'assume. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Du coup, remise en question, essayer de... Même ça aussi, tu sais, au début, je me dis, il faut que je me renseigne, il faut que... Moi, j'ai fait des études de psycho avant, donc j'aime bien comprendre comment ça marche dans la tête de l'être humain. Et du coup, je voulais tout comprendre, tout savoir. Et là, j'ai l'impression d'être un peu... c'est pas pris au dépourvu, mais tu te prépares et finalement, enfin, moi, personnellement, je veux tout comprendre. Et pourquoi elle fait ça? Pourquoi là? Des fois, plus prise de tête qu'autre chose, mais du coup remise en question dans le sens là où je te dis elle veut pas me lâcher, donc j'essaie de voir comment je peux réduire cette partie là. Sur mon professionnellement, du coup je limite le temps et je suis hyper efficace sur le temps qui me reste, et ça m'a permis aussi je sais pas si j'en parle là, mais du coup de un peu diriger mon activité un peu plus sur ce que je faisais avant, mais j'ai un peu plus appuyé aujourd'hui sur tout ce qui est séance photo, du coup bébé, naissance, parce que je vois les choses différemment, je comprends qu'on soit crevé au début, l'attachement aussi, je le vois différemment. Le fait d'être papa aussi, j'inclus un peu plus, peut-être sans me rendre compte, sur mes séances photo. Et puis, je sais pas si on peut parler d'empathie ou de... Enfin, je comprends... voilà. Oui, de compréhension de l'autre. Je comprends vraiment ce que je leur disais. Maintenant, je comprends. Avant, je comprenais parce que j'étais avec eux, ils me racontaient leur vie, tout ça, pendant la séance. Mais là, ça avait moins d'impact. Pas besoin de trop parler. Je sais. Quand je les vois, je dis, t'inquiète pas, je sais. Non, c'est génial. Le fait de te positionner un peu plus maintenant sur les familles, naissance, grossesse, ça t'apporte quoi au quotidien? Ça t'épanouit un peu plus qu'avant, ou en fait c'est différent parce que t'es dans une phase de vie où tu as besoin d'être plus proche des futurs parents ou des jeunes parents? Non, pour le coup, c'est un peu un sorte de rêve de faire une activité où on n'a pas l'impression de travailler. Donc j'ai l'impression d'atteindre un peu plus. On va pas faire les... J'aime pas les trucs de blabla en mode oui, c'est une vie parfaite et géniale. Mais ça me permet quand même d'être plus... j'aime bien partager ce moment-là. Je suis honoré de partager parce que pour moi, c'était un moment hyper... j'ai pas envie de dire beau parce que c'était pas que beau, c'était perturbant. Il y avait un peu chargé émotionnellement, etc. Et un moment hyper important dans la vie de quelqu'un, d'après moi. Peut-être que les autres vont le vivre différemment, mais pour moi, c'est... Voilà.
Et du coup, de m'inclure que dans cette expérience, dans ce moment de vie, de leur histoire familiale finalement. Enfin, je me dis, je fais quelque chose, quoi. Je participe vraiment, quoi. Ouais, je contribue. Ouais. Tu contribues et puis c'est un peu comme un honneur. Ouais. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est complètement ça. Ouais. Je disais tout à l'heure, et je suis vraiment honoré de participer à cette petite pierre et de dire, bah voilà, je participe. En plus, ma façon de faire est d'être proche et d'être hyper naturel dans mon comportement avec eux. Du coup, bah, on s'ouvre un peu plus. Déjà qu'on s'ouvrait assez parce qu'on voyait que voilà, j'ai une façon de faire hyper bienveillante de base. Et là, vu que je comprends plus ce qui se passe, du coup, on arrive à se comprendre assez vite. C'est un peu un exemple peut-être qui est un peu n'importe quoi, mais du coup, c'est un peu comme les motards qui se croisent, tu vois, Oui, on fait le petit signe. Voilà, c'est un peu ça, on se comprend et du coup, on n'a pas besoin de trop expliquer. Et là, alors, vous avez trouvé votre routine, toi, entre ton boulot, ta femme qui a repris aussi le sien et ta fille. L'équilibre est, on va dire, parfait ou il y a encore des petits ajustements à faire? Je dirais que l'équilibre est plutôt. Ouais, plutôt. Bah, tu fais des sacrifices. C'est bien d'en parler parce que. Ouais, tu fais des sacrifices. C'est vrai que. Donc tu vas plus aux soirées et tu joues pas à la Game Boy jusqu'à 3h du matin. Non, moi j'aime bien jouer un peu je joue à Flight Simulator. Ah, c'est marrant parce qu'on se connaît pas, mais tu vois. J'aime bien jouer de temps en temps et je peux pas. Est-ce que tu joues toi aussi? Tu peux plus. Ah non, pas du tout. Ah oui, pas du tout. Soirée non finie. J'ai retenté une fois, il y avait ma maman qui a gardé la petite. On a été à l'anniversaire d'une pote et plus jamais parce que on est rentré tard avec t'es un peu fatigué. Du coup, le mal de crâne du lendemain matin était compliqué à gérer avec la petite en même temps. Donc c'était la dernière fois. Et donc ouais, sacrifice là-dessus, sacrifice sur tout ce qui est soirée, tout ce qui est on va au resto de temps en temps, mais plutôt le midi. Et c'est drôle parce on a croisé des potes qui ont une petite à peu près même âge et du coup ils disaient et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et du coup ils demandaient vous faites encore des soirées des machins en fait quoi écoute de temps en temps resto le midi quoi et était hyper rassuré il me dit ah ouais ça va c'est pas que nous parce que nous on fait pas grand chose et tout et je dis oui t'inquiète pas on est pareil en fait c'est une tranche comme tu parlais de moments dure pas non plus 10 000 ans, mais c'est une tranche. Et c'est bien que tu en parles. Parce qu'en effet, il y a des choses qui changent. On sort peut-être un peu moins ou dit un petit peu différemment. Ouais, mais après, c'est une période, tu vois, parce que nous, nos enfants sont petits. Oui. Et quand tu parles avec des parents qui ont des enfants un peu plus grands ou ados, c'est une autre période. C'est différent. Donc je me dis que le podcast évoluera et puis on aura des conversations. Voilà, avant-après. Ça va être pire. Notre entourage proche, on va dire, plutôt potes, tout ça, même famille un peu, n'ont pas d'enfants. Ah d'accord, tu étais les premiers. Enfin, vous êtes les premiers. Ouais, on va dire quasiment les premiers, tu vois, les premiers sur des personnes qu'on voit plus ou moins régulièrement, tu vois. Et là-dessus, on a l'impression d'être les chiants qui sont là. Du coup, on va aller tel endroit, ok. Est-ce qu'il fait froid? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a une table à langer? Est-ce que machin? Un point d'eau pour s'il y a des débordements de couches qu'on puisse quand même gérer le truc. Et puis on a vraiment l'impression d'être les chiants parce qu'ils disent ouais c'est bon j'en sais rien on verra ou est-ce qu'on va loin pour calculer le prévoir, temps. Quoi. Ouais, c'est maintenant ça. on prévoit et on essaye de faire le moins possible mais à un moment donné t'es obligé parce que t'as un petit être plus ou moins fragile et ça c'est compliqué quand ils ont pas d'enfants parce que ça sert à rien d'expliquer parce qu'il va dire oui t'es juste chiant en fait c'est juste ça tu te caches derrière ton bébé et donc voilà ça c'est compliqué je trouve que c'est pas facile de gérer cette partie là. Enfin, je pense que quand t'as pas d'enfant ou t'as des théories mais tu devrais faire comme ça etc et puis après t'as l'enfant et puis là oui tu fais pas, là tu comprends ce que te disaient les gens qui en avaient complètement non mais ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour toi, ton entreprise, toi en perso, toi en pro, d'autres projets de bébé? Non, trop tôt, peut-être quand même. On vous laisse. Trop tôt, mais tu vois, j'étais fermé sur. Je me dis, je veux un seul enfant et c'est bon. Je veux pas un autre et j'étais complètement fermé.
Et tu vois, c'est une cliente avec qui j'ai échangé, si elle va écouter, je sais pas si elle va se reconnaître, et qui m'a fait complètement changer d'avis parce que je me confortais en discutant avec des parents du coup qui avaient un seul enfant. Ils me disent bah non, mais t'inquiète, moi c'est nickel, tout va bien pour moi. Je me dis bah ça va, ça me rassure dans mon choix théorique. Et pourquoi tu en voulais qu'un? Parce que je me dis, ça me permet de me focaliser dans tous les sens du terme, humainement, financièrement, parce que ça coûte quand même pas mal. Hein, faut pas, voilà. Et donc ça me permettait ça me permettait de focaliser et de bien faire les choses, d'après moi. Ça m'a conforté en discutant avec ces parents-là, et j'avais jamais pris la peine d'échanger avec un enfant, un enfant unique, quoi. Séance photo, les parents avec leur fille qui a 26-27 ans, tu vois, et du coup, c'était la seule, donc je dis, bah, génial, donc je suis allé chercher sans trop chercher pour encore une fois me rassurer, me conforter dans mon choix, et les parents étaient, ouais, c'est bon, nickel, tout va bien, parce que je voyais beaucoup de complicité et tout, donc tu dis, bah voilà, c'est pas un mauvais choix. Et en discutant avec elle, elle me dit, non, en fait, je leur en veux parce qu'ils m'ont privé de cette sensation d'avoir un frère ou une sœur. Je lui dis, ah oui, c'est lourd quand même. Je dis, maintenant, ça va, j'ai travaillé un peu ça, tout ça, c'est passé. Mais quand même, il y avait ce côté-là. Et je me dis, bah oui, encore une fois, tu prives du coup ton premier enfant d'avoir un frère ou une sœur. Tu tombes dans un autre dilemme, c'est que le deuxième enfant, il ne faut pas qu'il serve à être le deuxième enfant. Oui, oui. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Hein. C'est complexe comme tout. Puis après, tu peux avoir un enfant, mais ton frère, je sais pas, a d'autres enfants, et puis vous vous voyez souvent, et donc ça fait comme si ils étaient vraiment très proches. Je vois ma meilleure amie, elle est enfant unique. Bon, elle aussi, elle en a un peu souffert. Est-ce qu'on peut en faire des généralités? Je pense pas, mais elle en a souffert, et elle était souvent chez nous parce qu'on était une fratrie de 3 et qu'elle se sentait entourée, etc. Oui, mais tu vois, le cousin dont je t'ai parlé. Mais c'est une réflexion, je pense, vraiment qui est profonde. Et puis après, qui vient de toi, comme tu disais. C'est comme toi qui choisis, le couple qui choisit d'avoir un second. Donc, c'est une discussion de couple et de vie aussi, parce que ça change. Ça change un peu la vie, ouais. Mais le cousin dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui était là à l'Escape Game, qui a mis du temps à percuter. Pourtant, c'est le plus intelligent de nous tous. Mais, il y a plusieurs sortes d'intelligence. Mais là, pour le coup, tu vois, du coup, il est fils unique, mais tout le temps avec nous. La preuve, même là, tu vois, il habite sur Lyon. Il était là avec mon frère, tout ça. Et moi, pareil, je m'entends hyper bien avec mon frère. Et du coup, je me dis, oui, c'est bien, tu vois. Donc, c'est pas un truc qui me fait peur d'avoir un frère ou une sœur. Mais ça m'a fait quand même réfléchir. Et cette fille-là, m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Et comme je te dis, gros disclaimer ou warning sur le fait que le deuxième, il faut pas qu'il serve à être le deuxième, parce que c'est pas une poupée, quoi. Et puis, tu vois, j'ai interviewé Papa Patriarcat, je sais pas si tu connais. Et lui, par exemple, il voulait se consacrer vraiment à 100% à sa fille. Donc, sa fille qui a 5 ans, je crois, maintenant. Et là, sa femme est de nouveau enceinte. Mais c'est ce qu'il disait dans mon podcast, c'est que là, il n'avait pas l'énergie pour... il s'était pas dit elle serait fille unique ou j'aurais une grande fratrie, mais il se disait je veux me consacrer du temps de qualité pour ma fille. Oui, c'est comme donc moi. Tu vois, au bout de 5 ans, il s'est dit c'est bon, au niveau émotionnel, j'arrive à gérer ses émotions, le temps de qualité, je l'aurai toujours, et là je suis prêt à remettre ça, on va dire. Donc voilà, après il peut y avoir il y a tellement de... en gros, il n'y a pas un schéma familial. Je pense qu'on peut en inventer. Oui. Ouais. Donc, tu as encore le temps de cheminer, de rencontrer d'autres gens. D'échanger. Alors, attention, bientôt, il va être papa de famille nombreuse dans 3-4 ans. Peut-être pas. On refait un épisode. Donc, j'en ai eu 5. Voilà. Comment tu fais? Je bosse plus, c'est fini. Donc là, j'ai mes mercredis, je travaille le lundi et parfois le jeudi. Je travaille 5 minutes le lundi, 4 minutes le jeudi. Et puis, Mais je fais la photo de mes enfants. Donc ils auront des... Aucun client, mais tout va bien. Si tu avais un mot de la fin, ça serait quoi? Écoute, le mot de la fin, là, c'est... Je sais pas. Un truc que tu voudrais dire à ta fille, ta femme, ou tout ce qui te passe par la tête.
Non, le mot de la fin, c'est... Ou pour des futurs papas, tu vois, qui se posent des questions. Non, mais tu vois, parce que je me rends compte un peu indirectement, là, on casse un peu les tabous, tu vois, sans non plus aller dedans à fond, tout ça, mais le côté où tout est parfait, le côté où, tu vois, les personnes qui disent que c'est le plus beau, la naissance, enfin l'accouchement, oui, enfin bref, c'est le plus beau jour de ma vie. Je trouve que c'est trop fort, bizarre, ouais. Tant mieux si c'est vraiment vrai, tant mieux pour eux, mais je trouve que c'est quelque chose de le tabou. Et là, tu parlais d'entrepreneurs, tu vois, le présentéisme, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, surtout, enfin, de mon point de vue, les personnes les indépendants, les entrepreneurs, tu vois, on a ce côté-là de dire ah, je suis pris, ah oui, bah, laisse tomber, je suis hyper pris en ce moment, il bosse 28 heures par jour s'il pouvait. Et sinon, ça veut dire que je bosse pas, ça veut dire que je suis pas bon, etc. Et bah non, du coup, oui, il y a des moments où on bosse beaucoup, mais il y a des moments où bah, on bosse un peu moins pour X raisons, parce qu'on s'est permis ou parce qu'il y a moins de boulot. Et donc, le mot de la fin, c'est faut arrêter un peu avec les tabous. T'as bien raison. Ben, après, tu vois, le podcast, je l'ai créé aussi pour qu'on parle vrai et que ça soit vraiment des ressentis de personnes toutes singulières et que ça soit pas si lisse que ça. Ouais. Donc tant mieux que tu nous racontes tout ça. T'es dedans. T'es dedans. Parfait. Bon, bah merci, j'ai passé un super bon moment. Merci à toi. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.